Salut Arnaud, merci d'être là pour parler de ton travail et ton parcours pour créer notamment Gaoshan Pictures. Juste pour petit contexte, j'ai entendu parler du studio relativement récemment, parce que quelqu'un sur Twitter m'avait demandé voilà, est-ce que je serais intéressé pour parler de l'animation qui se fait à La Réunion. Et après, en regardant un petit peu sur le site, je me suis rendu compte que j'avais vu plus ou moins tout ce qui avait été fait par le studio. Mhm. Donc comme quoi, j'avais pas encore l'info du studio en question, souvent je sais pas exactement qui fait quoi. Et voilà, donc on va parler de ton parcours, notamment pour la création du studio, mais aussi j'aimerais bien savoir un peu plus sur comment ça marche de gérer un studio en fait, d'animation, comment on trouve les projets, comment on gère les équipes et tout. Donc on a pas mal de choses, je pense, à se raconter, mais peut-être que tu pourrais d'abord expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais, peut-être un peu ton parcours aussi, études, parce que souvent on me pose la question par rapport à tout ça. Moi, j'avais justement un parcours un peu éclectique. Mes études ont été des études scientifiques Ok. en acoustique. Donc, c'est de la physique, mais appliquée, pour ma partie en tout cas, à la musique. Hmm. Et j'ai un peu dévié, en fait, ces études m'ont amené à travailler à l'IRCAM, qui est un département du Centre Pompidou, de Ouais. recherche musicale, musique contemporaine, etc. Et il se trouve que j'ai eu de la chance d'être là, où il y avait de l'Internet. C'était une des deux institutions en France qui était connectée à l'Internet, où j'ai connu l'Internet avant le web, Ouais. le temps réel, puisque c'est quelque chose qui était travaillé déjà en musique avec des stations Next, qui avait été ce qu'avait fait Steve Jobs entre ces deux passages chez Apple, on va dire. Et j'ai découvert tout ce qui était interactivité grâce à la musique. Et là, j'ai dévié, j'ai fait ma première boîte en 95, donc j'ai un certain âge, qui est devenue une des deux grosses boîtes du multimédia CD-ROM D'accord. en France. Il y a une première phase de ce qu'on appelait la réalité virtuelle. Il y a Ouais. une première phase dans les années 90. Donc, j'ai participé à des expositions comme ça à Beaubourg, au SIGGRAPH, etc. Donc, vraiment ce qu'on appelait le multimédia. Et puis, ensuite, s'est développé le web, vraiment, et l'Internet en public. Donc, ma boîte a évolué vers une agence interactive. À l'époque, on appelait ça les web agencies. On Mhm. était une des grosses web agencies françaises, et j'ai arrêté l'Internet en 2001. Ça D'accord. a commencé à bien marcher, à gagner de l'argent, et puis c'est plus intéressant, on va aller faire autre chose. Donc j'ai eu d'autres expériences professionnelles. Finalement, j'ai vu ça a posteriori, ont toujours, euh, ont toujours permis de faire le lien entre la technologie et l'artistique. Donc je crois Ouais, que c'est c'est ça justement ce le. que j'allais dire, parce que tu parles Ouais. de travailler sur la technique justement pour le son, ensuite le multimédia, donc j'imagine des images, des vidéos projetées, des choses comme ça dans des expositions aussi, ça devait être aussi ce genre de choses, j'imagine. Oui, il y avait tout ce qui était installation interactive, Ouais, donc à la fois avec du son, de l'image, et puis le CD-ROM, qui est quelque chose que tu n'as peut-être pas connu, mais vite qui a fait, ouais, été un petit peu. à un moment où on a beaucoup réfléchi à l'interface utilisateur, à l'interactivité, ou ce qu'on peut appeler UX un peu maintenant. Mhm. Et finalement, après, j'ai travaillé sur notre boîte, sur des projets de produits audiovisuels aussi dans l'espace numérique, et mais c'était avant iTunes. Ouais, C'était déjà l'idée de faire des belles boîtes avec du partage des contenus numériques dans l'espace domestique, etc. Donc, voilà, j'ai eu plusieurs vies entrepreneuriales comme ça. Euh, et en 2005, j'ai rejoint MacGuff mhm. pour faire le développement international en fait de la boîte. C'était des effets C'était, spéciaux seulement au début, c'est ça, je crois, je sais plus. il faisait des effets spéciaux, il faisait un peu d'animation, alors beaucoup d'animation en pub, un peu de série. Ok, C'était le début de Patestan, il y avait Oslo, un Oslo qui était Azur Esmar, qui était en ouais, production aussi, et puis très vite il y a eu Chasseur de Dragons, donc un peu les débuts de l'animation. Mais moi, effectivement, je m'occupais beaucoup de pubs et de VFX. Je suis parti très vite à Los Angeles pour monter la structure là-bas, faire voilà, du développement international. Et j'ai été un peu rattrapé au moment où on a été approché par Illumination, Universal à l'époque. Et ouais, c'est là que j'ai vraiment plongé 100% dans l'animation, qui est un milieu que je trouve passionnant et avec des gens sympas aussi. ouais. Et ça, c'est un point qui guide en tout cas, moi, ma carrière, ma vie professionnelle, c'est de bosser avec des gens sympas. C'est vrai qu'en animation, c'est plus facile que dans d'autres secteurs, je trouve.
Oui, il paraît il y a un peu ce côté proximité assez rapide en fait sur le côté on est tous passionnés par la même chose, tout ça. Et par rapport à ça, est-ce que c'est un domaine qui t'intéressait déjà au départ quand étais dans le multimédia, tout ça en général, ou est-ce que c'est juste t'as atterri à MacGuff un peu comme ça, et ensuite tu t'es rendu compte que l'animation tu voulais développer plus de choses dedans? Non, moi, encore aujourd'hui, je dirais ma vraie passion, finalement, c'est plus le son et la musique, Ouais, très clairement. Et je me suis retrouvé plus côté image euh, par des opportunités. Parce que, évidemment, que l'animation me passionne. Euh, mais j'ai été à MacGuff en me disant, oui, l'international, c'est super. ouais. Euh, et finalement, c'est un secteur connexe. J'avais plein de copains qui étaient dans le milieu. Euh, et ça s'est bien passé, ouais. Mais c'est vraiment, ouais, en rentrant dans la production de Moi Moche et Méchant que j'ai craqué en me disant, mais c'est super, en fait. Oui, j'ai entendu enfin, que tu avais eu un grand rôle sur le fait que ce soit aussi enfin, un studio en France qui s'en occupe, tout ça. Donc comment ça a marché ce truc-là? Parce que c'est vrai que j'ai toujours eu un peu, enfin, moi j'avais l'impression que c'était que français, on va dire. Mais après j'ai découvert petit à petit que voilà, les personnes qui avaient bossé dessus étaient aussi côté États-Unis, qu'il y avait une sorte de mix entre les deux comme ça. Donc comment ça s'est passé sur cette prod-là? Moi Moche et Méchant, donc c'est clairement un film de studio, de major américaine, hein, avec Chris Meledandri qui était à l'origine du projet. Et en fait, à l'époque, on a été approché pour deux raisons, je pense, pour Pierre Coffin, très Ouais, clairement, qui avait été repéré depuis longtemps, et qui n'avait jamais franchi le pas de se dire oui, je vais aller m'installer en Californie. Il a eu des points en or, je crois. Euh, et puis, Chris a eu cette intelligence et cette stratégie de dire aujourd'hui, on arrête de faire des films à 120 ou 150 millions, on doit pouvoir faire des films à 60 millions. Et ils ont vu ce qu'on avait fait. Ils se sont dit, OK, effectivement, on n'est pas à ce niveau-là aujourd'hui, mais on peut y aller ouais, avec un film comme Chasseur de dragons, par exemple. Donc, il y a eu toute une période, effectivement, de relations entre Pierre, entre Jacques Bled, Janet, qui était la productrice qui est venue à Paris après, Chris, etc. Et moi, oui, j'ai beaucoup bossé à faire on y travaillait sur les plannings, les budgets, négocier. Une discussion ouais. comme j'avais monté ma gueule à Los Angeles, j'avais un peu plus cette culture aussi américaine qui est très différente de la nôtre. Donc j'ai Mhm. fait beaucoup le bridge entre le Paris, Jacques et puis les Américains. Ouais. Après la mise en place au départ de l'équipe, toute la montée en puissance. Ok. Donc ça c'est, ben, C'était j'imagine c'était une bonne école, Oui, très voilà, clairement. ça, parce que c'est quand même, enfin, c'est quelque chose qui a explosé ensuite avec ce film-là. Mais au départ, c'était juste, enfin, c'était le premier long métrage, quoi, qu'ils avaient fait. Donc, j'imagine que c'était aussi un truc un peu, on teste des méthodes et tout ça pour essayer aussi de faire Sur la autre partie chose que les autres Illumination, studios. tu vas Ouais. pour Illumination? Oui, le côté, ce film-là a lancé ensuite cette franchise-là, d'autres Oui, franchises derrière, tout ça. oui. Après, Chris Meledandri, il venait de la Fox. Euh, il avait Ice Age, entre autres. Ouais. Donc, Voilà. ils avaient l'habitude. Il savait, ouais, il y avait du métier. C'est quelqu'un ouais, qui est extrêmement brillant d'un point de vue marketing aussi. Ouais. Ouais, il savait quand même très bien où il allait. Ouais. Ok, je vois. Et donc après, tu as décidé d'aller faire Gaoshan Pictures, donc d'avoir quelque chose de forcément plus petit aussi, mais de construire ça. Donc qu'est-ce qui t'a fait un petit peu faire le basculement? Pourquoi pas être resté sur d'autres productions du même studio et Mm. partir sur le tien? Voilà. J'ai continué un peu après, où Ouais, j'ai produit un ride, justement, moi chez Méchant, pour Universal Orlando. ok, Donc là, c'est quelque chose que j'ai adoré parce que retrouver ce que j'avais pu faire avant dans le spectacle vivant, retrouver le contact à la salle, au physique, au spectateur. ouais. Donc c'est une expérience qui est vachement différente. Ça, c'était très chouette. Et après, j'ai quitté. Après, ça a été racheté. Enfin, MacGuff a été racheté par Illumination. Moi, j'avais une proposition en Asie qui était une très très belle proposition à Taïwan. Et on s'est dit, OK, c'est le bon moment. Mhm. J'étais parti pour ça. Et c'est finalement un film qui n'a pas vu le jour. Donc, je suis rentré à Paris et je regardais plutôt Shanghai, Los Angeles, dire, bon, où est Ouais, la prochaine aventure. Et là, j'ai été appelé
par quelqu'un que j'avais rencontré une fois sur une table ronde en Chine, qui me dit Arnaud, on a besoin de quelqu'un comme toi à La Réunion, on va faire un long métrage. Mais c'est un studio, donc Pipangaï, qui était un Mhm. studio historique, qui avait plus d'une vingtaine d'années déjà, qui s'était créé vraiment à l'époque où on faisait de la colo sur cello. Ouais. Donc c'est un studio qui avait tourné, il y avait plus de 200 personnes, après ils sont passés au numérique, mais avec la concurrence asiatique, c'était compliqué. Et donc il était un peu en belle au bois dormant. Et il m'appelle pour ce projet, et, je suis venu voir. Je m'attendais pas du tout à la réunion, hein, soyons clairs. Ouais. Je suis venu voir, je me suis dit oui, ok, bon, il y a tout à faire, euh, mais oui, l'environnement est là, euh, et il y a possibilité de faire un beau film. Donc je suis venu pour un film qui était Adama, Mhm. qui a eu une belle carrière critique. Et voilà, suite à Adama, j'étais reparti en me disant, bon, ok, où est la prochaine aventure? J'avais vu un super truc chez Animal Logic, qui était le boulot que je voulais, Ouais. que je remplis le papier et tout, et puis à un moment, lettre de motivation, et là, je me dis, bah, mais attends, pourquoi? Pourquoi? Et j'étais là avec à La Réunion, après une super aventure avec une équipe géniale, mes gamins qui étaient... Enfin, grandir ici, c'est quand même chouette, il faut le dire. Ouais. À un moment, je me dis, mais, non, bah, c'est bon, vas-y, tu développes. Et après, donc, on a développé petit à petit. Il y a eu Zombie Millennium qu'on a fait avec Pipanga. J'ai coproduit avec Gaoshan. Et puis, bah, petit à petit, les films se sont enchaînés. J'ai développé mon studio, ce qui Donc était pas le là, plan c'était original. un. Donc là, c'était Gaoshan était de la production seulement au départ, c'est ça. Ensuite, c'est devenu un studio, j'imagine, une fois que vous avez des prods sur place avec des équipes, quoi. Ouais, au départ, moi, je voulais faire de la prod exé parce que c'était un besoin, c'est encore un besoin aujourd'hui, Ouais. à ceux qui en ont la capacité. On a besoin de producteurs exécutifs solides sur le long métrage d'animation. On peut peut-être Et expliquer un petit peu puis, ce que c'est production exécutive. C'est vrai qu'on a déjà parlé de production, mais pas forcément de cette partie-là. bah, le producteur exécutif, dans la terminologie française, c'est la personne qui va être en charge vraiment de fabriquer. Ou le producteur délégué, lui, est à l'initiative de l'œuvre. Donc, il va contractualiser avec les auteurs, chercher le financement, dealer tout ce qui est distri, diffusion, Ouais. etc. Et le producteur exécutif, lui, va avoir la responsabilité du studio, des studios de fabrication, de la poste, du budget. Donc c'est vraiment la personne qui tient tout. Et en dessous, en général, il y a direction de production et CG pour un film, enfin donc superviseur de projet pour un film Ok. 3D par exemple. Mais c'est voilà, les personnes qui ont la vision globale sur les plannings, sur les budgets, sur les talents clés, etc. Donc il faut une connaissance plus poussée de comment on fabrique un film en fait par rapport à d'autres domaines de production peut-être. Le côté vraiment Bah, concret quoi. il faut avoir une bonne maîtrise du workflow de production, euh, des acteurs, comprendre les compétences des studios. Il faut souvent avoir une compétence aussi quand même sur la partie financement, même si c'est pas le rôle direct. Mais trop souvent, ils vont participer au, au montage, de dire tiens oui, dans telle région, on peut aller chercher tel studio, Ouais. on peut dépenser tant, donc on peut avoir tant. Il y a tout ce travail, c'est un rôle essentiel. Et évidemment, au départ, je me dis voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai plus du tout envie de faire des boîtes avec des dizaines d'employés, voire des Ouais. centaines. Et finalement, bah, les beaux projets sont arrivés, l'équipe s'est développée, et puis assez naturellement, on a, on a développé Gaoshan. Ouais. Quelques années plus tard, on a commencé aussi la production déléguée, justement à se Ouais. dire, bah oui, nous aussi, on a envie de porter nos projets. Euh, il y a sur des sujets qui font sens, en tout cas pour nous, et on a des projets en cours, donc en développement, justement, en tant que délégué maintenant. Ok. Parce que c'est vrai que les productions, enfin surtout françaises et j'imagine européennes aussi au global, en fait, c'est des mélanges de plein d'entités différentes la plupart du temps. Enfin, on voit qu'il y a plusieurs studios qui travaillent sur un même film. Je vois aussi que par exemple sur certains films, vous faites une partie seulement, et sur d'autres, il y a vraiment toute l'animation qui est faite à Gaoshan. Donc ça, est-ce que tu peux en parler un petit peu de ce côté à la fois multi-financement, mais aussi
studios un peu partout, des choses comme ça. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est justement au début, moi, quand je dis je voulais être prod exé, je voulais avoir un chèque des Américains et on fabrique parce que la prod française ou européenne, entre le moment où on se dit tiens, on va écrire et puis le moment où, si tout se passe bien, le film sort, il peut se passer 7 ans. Oui, Donc c'est laborieux, tous les financements. Et même en tant que prestataire, hein, c'est vrai qu'il y a des projets qu'on discute et puis on va pas les revoir avant 3 ans. Parce qu'il doit démarrer dans 12 mois et puis ça glisse et puis on attend France Télé qui répond. Et puis, oui, donc ouais, voilà, c'est pas ce dont j'avais envie. Et maintenant je suis complètement là-dedans. Je suis heureux là-dedans parce que on peut apporter beaucoup. Il y a beaucoup de liberté créative par rapport à des productions américaines où il y a un encadrement beaucoup plus fort. oui, Mais oui, c'est un peu complexe. On est très souvent effectivement multi-studio. C'est directement lié au mode de financement français et européen. C'est-à-dire qu'on pourra aller chercher un budget qui va être souvent entre 5 et 12 millions pour un mhm, film d'animation d'initiative française. Il faut forcément mettre deux, trois régions. Donc on va aller dans les Hauts-de-France ou en Nouvelle-Aquitaine, à La Réunion, et puis ça suffit pas, donc on va aller chercher du tax rebate ou du fonds Luxembourg, du tax shelter en Belgique par exemple. Donc, oui, on est vraiment obligé, pour des questions de financement, d'aller chercher plusieurs territoires. Et le financement des territoires vient en contrepartie de dépenses locales, donc de fabrication en fait sur ce territoire. Donc ça oui. nous oblige euh, à effectivement exploser les fabrications, euh, ce qui ne va pas toujours, je dois dire, dans l'intérêt artistique du film ou qui ne va pas à une baisse du budget. Parce que forcément, ça veut dire que tu as certains postes qui vont être en doublon, Mm. etc. Mais c'est un état de fait. Et Donc surtout, nous, il faut on une est structure complètement... là-bas, quoi. Il faut un endroit pour que des gens bah, viennent y travailler, tout ça, c'est une autre contrainte en plus. il faut qu'il y ait des studios de qualité qui soient à même de faire le travail. Et je t'avoue que parfois, quand on sait que voilà, on doit dépenser tant sur tel territoire, et on se dit, OK, mais qu'est-ce qu'on va leur donner? Mm. Parce que tu as plus ou moins les compétences. Donc ça, en fonction, ça dépend des producteurs, ça dépend justement des producteurs exécutifs. Il y en a qui ont ça très bien en tête et qui vont pas euh, pousser, euh, pousser trop le bouchon, on va dire. Et puis il y en a d'autres, c'est purement financier. Et à un moment, bah, faut composer. Et il y a des territoires, tu sais que bah, je vais pas me faire aimer quand je dis ça, mais tu vas donner du travail et tu sais qu'au moins 30%, il faudra le refaire derrière. Mais Ouais. c'est un peu le jeu pour avoir le financement. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est le mauvais côté de ce mode de financement qui, à côté de ça, nous permet de faire des films qui seront jamais financés autrement, qui sont des Oui, films c'est ça. magnifiques. C'est pas forcément, enfin, c'est pas forcément, c'est même pas du tout des blockbusters franchisés qui sont censés toucher Non, vraiment tout le monde et tout. Donc ouais, je vois le côté revers de la médaille, mais en même temps, c'est utile. Et c'est pour ça que, enfin, de ce que j'avais lu sur des articles par rapport à Gaoshan, donc là, il y a une filière maintenant, enfin, un autre studio, je sais pas comment appeler ça, à Angoulême, qui a dû se faire pour une production en particulier, celle du petit Nicolas. Donc là, c'est bah, une structure vraiment à vous, du coup. ouais, c'est une structure sur laquelle je me suis associé après avec un chef animateur d'Angoulême, Ouais. Franck Bonnet, qui avait été ici à La Réunion qui était le superviseur sur 2 longs métrages. Et puis il est reparti. Et effectivement, à 48 heures près, il y a la productrice exécutive Nicolas Le Cibols qui me dit je veux pas faire un studio à Angoulême, on doit faire des choses là-bas. On travaille déjà avec vous à La Réunion, on aimerait bien travailler avec vous là-bas. Et Franck qui me dit Arnaud, ça fait longtemps que je pense faire un studio, j'aimerais bien m'associer. Ouais. Donc Donc quelque voilà, et à un chose se moment, on dit goupille. bon, il y a un petit appel de l'univers, voilà, allons-y. Et c'est vrai que on a vu que c'était vraiment très efficace d'avoir les deux studios, mais ça fait quasi un interlocuteur pour la production. Ouais. Donc parce que on gère tout ensemble, on communique forcément beaucoup plus facilement que quand c'est deux studios très différents. Et ça a prouvé son efficacité. Et là, on a refait ça, retravaillé des deux côtés sur des shoots de piano player, Mhm. qui est une copro espagnole France principalement. Euh,
Et on voit que ouais, ça marche bien d'avoir les équipes sur les deux régions, parce que, encore une fois, ça simplifie euh, toute la communication et Ouais. la répartition du boulot. Et donc là, c'est vrai qu'on a parlé de Adama, Zombie qui étaient des productions en 3D. Donc le petit Nicolas, c'est en 2D. Il y a d'autres productions qui ont été faites en 2D entre-temps. Donc comment est-ce Oui, que ça se passe oui, entre toi, la le choix 2D, première, 3D? bah, déjà, moi, ça a été un choix, ça a été un non-choix, parce que moi, je viens de la Ouais, grosse 3D finalement, hein. Je connaissais pas franchement la 2D. Euh, et le premier prod qu'on a fait en 2D, c'était Funan, donc, de Denis Do, qui a été un film magnifique, qui a eu aussi le Cristal. ouais. Et j'avoue que c'est dans la conversation, je l'ai jamais dit en public comme ça, alors voilà, c'est une révélation. Dans la conversation avec le producteur Sébastien Onomo, d'un coup, je réalise que c'était de la 2D. Ouais. Et là, je me dis, mais Arnaud, Parce que Et puis après, il c'était m'a dit, bon, porté par écoute, l'histoire, tout ça, sans te poser la question de la technique, j'imagine, au début. oui, oui, c'était le sujet. Ben voilà, parce que c'était une première conversation où j'avais pas, c'était le tout début, tu vois, donc je savais qu'il y avait ce projet. Je me suis dit, tiens, on rentre en contact, mais j'avais pas eu le dossier. Aujourd'hui, là, c'est pas, on voit les dossiers arriver, on sait où on Ouais. va. Là, c'était vraiment le tout début, dans la discussion, et là, écoute, mais c'est de la 2D. Ah, mais je connais rien. Après, je me dis, écoute, t'as déjà géré des films complets en 3D, si t'as une douzaine d'animateurs 2D, ça devrait le faire. Et j'ai adoré. J'ai adoré, Ouais. c'est la 2D. Il y a un côté reposant, c'est pas facile, mais par rapport à un gros workflow 3D, c'est finalement quelque chose d'assez simple et puis qui est, en termes émotionnels, je trouve que c'est super puissant. Et Ouais. donc on a fait, on a eu Funan, Ma famille afghane, qui avait eu le prix du jury aussi l'année dernière à Annecy. On a filé un bon coup de main sur Where is Anne Frank d'Harry Foldman, un petit Nicolas. Là, on est en train de finir Sirocco de Mhm. Benoît Chieux avec Sacre Bleu. Donc des shots de piano player, c'est de la 2D aussi. Donc on fait pas mal ouais, on fait pas mal de 2D aujourd'hui. J'imagine que ça a aussi posé des questions sur qui va travailler sur le film, parce que forcément, enfin, je sais pas à quel point il y a une équipe qui est plus ou moins fixe aussi, ou si ça tourne vraiment beaucoup dans le studio, mais c'est pas du tout les mêmes personnes, quoi. C'est pas, non, c'est pas les mêmes personnes. On a quelques seniors et historiques qui sont qui viennent plutôt des gobelins, qui sont capables de passer vraiment de l'un à De l'un à l'autre. l'autre. Ouais. Mais c'est plutôt rare, hein. Donc on a déjà en 3D, on a déjà en 2D, et puis on essaye de qu'il y ait du boulot un peu pour tout le monde. Euh, Mais ce qu'on voit aussi, on a énormément de projets dans les tuyaux avec Blender et de Ouais. projets hybrides 2D 3D. Oui, c'est vrai que j'ai On perdu avait mon corps, commencé, c'était comme ça, quoi. ouais, j'ai perdu mon corps, c'était comme ça. Alors nous, on avait assuré l'ensemble de la 3D, donc toute l'animation, voilà. Et on n'était pas intervenu sur la partie 2D. Voilà. Et puis, on a travaillé là sur Mars Express de Jérémy Perrin, Ouais. qui va être un vraiment très joli film, où là, pareil, on a fait toute la partie 3D, à la fois layout, animation, etc. Et on a plusieurs projets en ce moment avec Autour de minuit, avec Silex, Silex Film, entre autres, qui sont vraiment avec de la 2D Gris Pencil dans un environnement 3D. Donc ça, c'est quelque chose on forme des animateurs tradis au Gris Pencil Ouais. dans de la 3D, et puis nos animateurs 3D, on a fait déjà plusieurs formations pour aller vers Blender. Euh, et ça, ouais, il y a un mix qui est vraiment intéressant. Oui, c'est vrai que ça peut partir sur enfin, un outil qui permet de tout faire finalement. Parce que c'est vrai que bon, moi, Blender, j'ai commencé à travailler un petit peu dessus, vraiment quand j'étais au collège, tout ça, j'avais mon ordi, tout c'était Mm. le truc le plus disponible. Puis je l'ai vu évoluer comme ça. Et je crois que ça fait seulement quelques années que les studios commencent vraiment à le prendre en main pour la 3D, la 2D. Enfin, c'est un truc incroyable. J'imagine Ouais, aussi niveau sur, production, ça doit être chouette, quoi. J'ai perdu mon corps, c'était déjà un pari de la part de Xilam, c'est un pari assez fou de faire un long métrage, Ouais, effectivement, mais ça, voilà, ça a payé. Et aujourd'hui, on a ouais, de nombreux projets, parce qu'on a quand même cette efficacité, cette liberté de caméra de la 3D.
voilà. Et tout en pouvant mettre notre couche de départ dessus. Enfin, c'est assez Ouais. puissant. Ouais. Oui, puis ça Donc amène ça, de nouvelles, comment dire ça, directions aussi visuelles et tout ça mm, qui sont un peu jamais vues quelque part. Je sais que j'ai perdu mon corps, ouais, le côté vraiment virevoltant d'une caméra avec de la 2D, visuellement, mm, c'était un truc assez impactant, quoi. ouais, non, complètement. Donc d'un point de vue ouais, technologie, ça c'est un des points, des virages importants, hein, je trouve. Et l'autre qu'on est en train de prendre, c'est le temps réel avec Unreal. Ouais. Et donc là, on est sur une production qui s'appelle La Forêt sombre et, dans La Forêt sombre et mystérieuse, qu'on coproduit avec Je suis bien content, Mhm. qui est un film ambitieux avec un joli budget, où on intègre Unreal. Ça, c'est encore une autre aventure, mais Oui. là aussi, on voit qu'il y a de quoi faire un pipeline vraiment, vraiment intéressant. Bah, c'est vrai que là, tu disais que c'était un budget aussi assez important pour pouvoir gérer le truc et tout, mais il y a vraiment une grosse différence entre les budgets États-Unis et les budgets France, et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez... Je sais pas d'ailleurs si aux États-Unis ils voient ce truc dans ce sens-là, de dire qu'en France, avec entre 5 et 10 millions, tu peux faire un film enfin, un très bon film, même visuellement, qui tient vraiment la route et tout ça. Je sais pas du tout s'ils ont ce rapport, je sais pas si tu le sais d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont ce rapport de on arrive vraiment à faire des choses pour pas cher et à être efficace? Ou est-ce qu'ils voient les trucs autrement? Bah, non, il y a cette compréhension-là. Moi, je me rappelle, juste après, moi chez Méchant, j'avais été chez Sony, chez Paramount, et à chaque fois, mais c'est comment vous avez fait ça à 60 millions? Ouais, Voilà. Donc, de dire, attends, comment vous faites un film à 10 millions, ça c'est, ils en oui. sont pas là. Mais C'est pas du tout après, les mêmes échelles, quoi. on, on peut pas faire le film 3D de Major demande quand même des gros Ouais, budgets, il n'y a rien à faire, mais aussi par la façon de travailler. Clairement, sur les films français, dans ces budgets-là, il y a un moment, tu loques ton animatique, t'as pas beaucoup d'espace pour continuer. Sur un film américain, tu continues à écrire, tu continues à aborder. Si tu mets 10 minutes d'animation finie à la poubelle, c'est pas grave. Donc, tu improves, tu améliores ton récit, tu améliores ton film en permanence. ça c'est un truc qui m'a Donc, étonné, c'est ça, vrai. ça demande vraiment des moyens. Donc, c'est Ouais. deux façons de produire qui sont très, très différentes. Mais Parce que je... après, bah, on voit le résultat aussi en box-office, hein. C'est Oui. beaucoup plus formaté, mais tu sais un peu mieux ce que tu peux attendre. Mais c'est vrai que ça c'est un truc qui m'avait beaucoup étonné parce que ben, de ce que j'avais... parce que j'ai pas fait d'école d'animation, mais j'ai pu aller, que ce soit en studio ou des interviews, des choses comme ça, avec mon travail d'avant, Calipeg maintenant, etc. Et il y a vraiment ce côté, je pensais que tout devait être figé finalement. Et quand j'ai appris qu'aux États-Unis c'était pas pareil, je me suis dit, mais il y a vraiment une sorte de. Enfin, c'est pas du gâchis quelque part, mais comme tu dis, une liberté de pouvoir changer après coup. Et moi je pensais que ça n'existait pas, même sur les gros budgets. Bah, si, aussi ça qui coûte cher. Ouais, Mais c'est ça qui est pire. Moi, chez Méchant, dans le scénario original, les Minions n'existaient pas. Au début, il y avait trois petits bonhommes qui étaient des aides de Gru, mais les Minions n'existaient pas. Et on les ok. a vus apparaître, et Chris Méléandré, tout de suite, ah, ça là, comme Ouais, il avait fait avec son petit écureuil, tu vois, dans Ice Age. Et puis finalement, bah, ça a pris une place qu'on connaît aujourd'hui, hein. Donc ça ouais, permet aussi ce genre de choses et de se dire, non, en fait, la séquence, ça marche pas, les poubelles, et puis on rectifie, et puis on monte en permanence, et puis ouais. donc ça, oui, ça fait des films qui sont calibrés pour le public. T'as des screenings avec des audiences réelles et qui te notent le truc, et puis derrière, t'en sors, et puis t'as tes notes, tu te dis, ok, bon, bah ça marche pas, ça marche pas, c'est le public qui l'a dit, qu'est-ce qu'on Ouais. fait? Donc oui, ça coûte. Mais tu vois, le nombre de films américains où ils ont changé deux fois de réal en cours de route, et puis voilà. Oui, il y a ce côté, C'est le une autre producteur est au-dessus industrie. du réal aussi, qui est pas pareil que chez nous. C'est plus le réalisateur qui va porter Ouais, tout le ouais, côté c'est très artistique, quoi. différent. Ouais. Mm. Et justement, tu parles de travailler sur enfin, différents projets, etc. Mais la partie pré-prod n'est pas souvent faite par vous, de ce que je comprends. Donc vous recevez un projet qui est Non, déjà là et vous animez, c'est ça?
Jusqu'à présent, effectivement, on fait très peu de pré-prod. On, on peut faire, enfin, on fait peu de développement à part sur nos propres films. Oui, Et on fait un peu de pré-prod au sens, on peut faire du décor, de la fabrication d'assets, etc. Mais majoritairement, on commence au layout jusqu'au compo. Donc vraiment dans la fabrication des plans. oui, Après, oui, si des films comme Yakari, comme Piment à la forêt sombre et mystérieuse, on est impliqué sur cette partie de fabrication des assets, mais pas tellement sur ce qui est board, character design, etc. Tout ça, c'est quelque chose qu'on développe pour deux raisons. Euh, parce qu'on en a besoin, je dis, sur nos propres productions, et parce que aussi, c'est des besoins que tu as pour aller travailler avec des plateformes. En oui. général, il faut que tu démarres les projets très en amont, pas simplement dans sa fabrication. Donc ça, c'est Ok. quelque chose auquel on réfléchit. Après, on est à La Réunion principalement. Et c'est vrai que autant on peut trouver vraiment des artistes, autant en développement, plutôt un caractère designer ou un border, tu vas aller chercher des gens très spécifiques suivant tes besoins. Et là, il faut Ouais. avoir un talent pool qui soit vraiment large et qu'on peut pas avoir à l'échelle de la Réunion, qu'on a au niveau national ou européen. Et donc ça, il y a aussi des La gens qui question, travaillent depuis l'extérieur, depuis chez eux, ou même des freelances ou quoi, vous voilà, travaillez comme ça? ça typiquement on a mis en place une infrastructure qui nous permet de mettre des gens dans notre pipe facilement. Euh, et ça, sur ces métiers-là, on travaille comme ça et on se pose la question d'avoir une cellule plus orientée développement pré-prod en Ouais. Hexagone. Moi, je me pose la question par rapport au nombre de productions qu'il y a, justement. Je vois qu'il y a, je crois, 3 ou 4 projets qui étaient notés en développement. Donc, de ce que je comprends, il y a une soixantaine de personnes à La Réunion et ensuite une trentaine à Angoulême, mais ça me semble beaucoup de projets à la fois. Donc, comment est-ce que c'est Hum. dispersé? Combien de personnes travaillent sur chaque? Enfin, je vois mal comment gérer le truc là comme Ah, ça. c'est extrêmement variable puisque va y avoir des projets sur lesquels on va faire 20 minutes d'animation 2D. Et Oui, donc là, ça peut être une équipe voilà, d'une dizaine d'animatrices 2D et d'autres projets sur lesquels on va avoir la supervision du projet et l'intégralité du layout et 50% d'animation et les plans master en lighting et en compo. Enfin, donc c'est assez variable. Donc on va avoir des équipes effectivement qui peuvent aller de 10 à 35 personnes globalement par projet. oui. Et effectivement, sur une année, on va être au minimum, je pense, ouais, au minimum sur 3 films. Mais Oui, ce qui là, tu vois, est sur les deux conséquent. dernières années, on a eu la série des Schtroumpfs. C'est la première fois qu'on faisait de la série. Et c'est quand même très premium. Donc ça a occupé bien une Oui. trentaine de personnes là, pendant 2 ans. Et puis, effectivement, il y a eu Mars Express, Le Petit Nicolas, des choses de piano. Donc, c'est des durées d'intervention qui peuvent être très différentes en fonction des projets. Ouais. Donc une personne qui a travaillé par exemple sur le petit Nicolas pour la 2D peut passer juste après à une autre prod 2D. Enfin, est-ce que les gens restent comme ça et passent d'une prod à une autre? Oui, bah on a des gens qui sont là depuis 8 ans maintenant, qui étaient venus pour Adama et qui sont restés. Il y en a qui étaient pour Adama, qui ont fait Zombie Millennium, qui sont repartis après les gros studios parisiens, qui sont revenus là Oui, parce qu'on a un film qui leur correspond bien. Et puis il y a toutes les personnes qui étaient formées ici et qu'on a fait monter en compétences depuis des années. Il y a des Réunionnais qui étaient chez Micros à Montréal, ou à Bruxelles, dans des gros studios qui sont rentrés parce qu'aujourd'hui, ils peuvent faire leur métier ici. Donc, c'est assez variable, mais on a un noyau d'équipe qui est quand même très solide. Et puis, de temps en temps, des nouvelles têtes. Et puis, beaucoup, je dis, voilà, qui vont faire 2 films ici, un film chez Micros, un film ici, un film chez Illumination. Puis, oui. voilà, on est cette, dans cette industrie où les talents bougent quand même beaucoup, en tout cas les premières années. Et Oui, donc, c'est. un animateur, il y en a effectivement, ils vont avoir enchaîné My Cinema, enfin, ma famille afghane, et puis Petit Nicolas. On a enchaîné Petit Nicolas, et puis après Sirocco. Après, c'est pas forcément les mêmes compétences, le même style d'anime,
Donc, suivant la qualité de l'animateur, ce qu'il aime faire, Ouais. on enchaîne ou pas. Oui, j'imagine qu'il y a quand même un test en interne pour voir si ça correspond à tel prod et tout. Bah, il Probablement. y a les gens Ouais. qu'on connaît bien, on sait, et puis surtout leurs envies. Oui. On partage beaucoup les projets sur lesquels on discute en interne. Tu vois, c'est assez ouvert là-dessus. Dire, bon, voilà les projets qu'on regarde en ce moment. Et puis voilà, bon, en fait, il y a ce projet-là, il y a ce projet-là, ça c'est sûr, on y va. Et les gens disent, ah, moi, celui-là, je veux pas le rater. Oui. Voilà, il y a un projet là, qui doit démarrer en 2024. On a une chargée de prod, elle dit, je le veux, ça fait 6 mois qu'elle a dit ça. Voilà, donc là, on fait un peu de pré-prod dessus. Elle est déjà là alors qu'elle est sur un autre film, tu vois, mais Oui. les gens ont des choses, ils ont envie de tel ou tel projet, et ça, c'est des choses qu'on écoute, parce que c'est quand même, ça reste des métiers de passion, hein. Par rapport à toutes ces productions-là, ce que je me demande, c'est comment est-ce que toi tu gères l'ensemble? Parce que quelqu'un qui travaille dessus est juste au quotidien sur un seul film à la fois. Mais toi, tu dois avoir une vision de l'ensemble. J'imagine qu'il y a forcément des personnes autour aussi, une équipe de gestion de l'ensemble. Mais comment ça marche Oui, là-dessus? oui, heureusement, Oui, heureusement que je suis bien entouré par direction de studio, des chargés de prod, évidemment. Hélas, je ne vois plus assez les projets. Moi, c'est mon ouais, regret, parce qu'aujourd'hui, bah, je suis beaucoup en amont, regarder les projets au départ, voir comment on pourrait les faire, avec qui, quel talent, comment ça rentre dans le planning du studio, etc. Euh, j'ai plus assez de temps pour être au quotidien, voir des images. C'est quelque chose qui est un peu dur parce que j'adore ça, ouais. mais voilà, c'est une réalité. Plus j'essaye d'être présent comme sur les projets qu'on développe. Donc ça, c'est un peu complexe, mais il y a une équipe qui est en place et qui continue à se staffer avec à la fois donc des gens en production, des superviseurs qui a j'ai grande confiance et puis qui portent les projets et qui savent heureusement venir me chercher quand vraiment il y a des sujets Ouais. où il faut discuter. Ouais. Mais oui, ça fait beaucoup. Oui, parce que là, t'as C'est plus la sûr. thèse quelque part dans qu'est-ce qu'on choisit, comme tu disais, pour 2024. On sait qu'il y a telle chose qui va arriver et tout. Donc toi, tu reçois juste toutes les choses. D'ailleurs, est-ce que tu reçois des... Enfin, j'imagine que c'est les deux, mais c'est quoi? Tu reçois des projets, des gens qui disent on veut faire tel projet avec ce studio? Ou est-ce que toi aussi, tu vas un peu regarder comment on appelle ça, le Cartoon Forum, des choses comme ça, enfin, Ouais. des endroits où Bah, on peut récupérer les infos? ouais, aujourd'hui, bah, clairement, Cartoon Forum et puis Annecy, c'est des rendez-vous absolument incontournables, sachant qu'on est loin quand même, hein. Oui, Donc, c'est les moments où je vois tout le monde et où j'identifie les projets. Donc oui, il y a des moments comme ça où je vois je me dis, ah, celui-là, j'aimerais bien. Et puis j'en discute avec les prods et puis on voit. Très majoritairement, c'est plutôt des projets qui viennent à nous euh, oui, et qu'on discute. Et de temps en temps, oui, il y a des coups de cœur. On se dit, tiens, celui-là, quand même, j'aimerais bien. oui, Soit parce que on se dit, tiens, ouais, c'est un beau projet sur lequel je sais que telle équipe, elle sera super contente de travailler. Financièrement, ça se tient et puis ça tombe bien dans le planning. Et puis d'autres projets où c'est vraiment, waouh, je veux faire ce film, je vais pas gagner d'argent, mais c'est oui, vraiment un truc qui va nous éclater tous, enfin, tu vois. Mais c'est vrai, on n'a pas une démarche commerciale forte. oui. Il faut juste que Aujourd'hui, ça on est tienne et assez puis voilà quoi. identifié. Ouais. Ouais, on est assez identifié. On sait pourquoi, je dirais, pourquoi on vient nous voir. Euh, et donc, il y a beaucoup de projets sur lesquels on vient nous voir où clairement, oui, c'est pour nous. Et de temps en temps, il y en a où bah, non, on n'est pas les meilleurs là-dessus. Euh, c'est pas la peine d'y mettre trop d'énergie. Et on n'est pas les Mhm. bons interlocuteurs, c'est tout, tu vois. Ouais. Par exemple, sur la série Les Schtroumpfs, tu disais que c'était la première série que vous faites. Mm. Comment est-ce que ça s'est passé ça pour est-ce qu'il y avait je sais pas d'autres studios qui étaient aussi en pas en compétition mais un petit peu quoi pour dire lequel on va choisir qui est-ce qui a commandité ça? Alors, je crois pas qu'il y ait une vraie compète. En fait, on avait fait Yakari avec Ellipse Animation, Ouais. donc le groupe d'Argo Media, Média Participation, tout ça. Ça s'était vraiment bien passé et c'est eux qui ont lancé la série avec Peyo et qui nous ont rapidement demandé à être dessus. Donc on était à 3 studios avec Ellipse, avec Dreamwall en Belgique, à qui on avait déjà travaillé sur Zombie Millennium.
Mhm. Et puis nous, donc on était en terrain, on va dire connu, avec des gens qui savent travailler ensemble. Et très clairement, c'était la série, c'est autre chose, c'est un autre rythme, c'est d'autres quotas que le long métrage. Maintenant, là, il y avait un niveau d'exigence, comme il y avait déjà les longs métrages qui existaient chez Sony, ne pouvait pas être complètement en dessous. Donc, on savait Oui. qu'il y aurait de la qualité d'image, et ça nous intéresse. Et puis, quand tu es là sur 2 ans, avec 102 épisodes, et un 50 en tout, ça fait quand même un volume, euh, de, tu vois, un volume à produire qui est intéressant, sur lequel on peut faire monter des gens aussi un peu plus juniors, et puis les amener à prendre de la compétence. Donc, c'était un choix qui était relativement simple. C'est-à-dire, on est avec des partenaires qu'on aime bien sur un produit parce que c'est un produit mais vraiment qui va être joli. Et puis, ça nous assure, et c'était très bien pendant ces 2 années de Covid, Oui. d'avoir cette base qui est tout à fait intéressante. Donc, l'idée d'avoir une série un peu en permanence, oui, une série qui a un bon niveau. Après, c'est pas notre pur ADN de dire on n'aura jamais 5 séries en même temps, Oui. on grossira pas pour faire de la série. Il y a un gros marché, mais c'est pas notre truc. Ok. Mais c'est vrai que pour les séries, comme tu disais, les quotas sont différents et ça, c'est quelque chose où j'ai souvent entendu que ce soit storyboarder, animateur, etc., qui parlent des quotas de comment est-ce qu'on doit faire différentes doses de travail à chaque journée. Mais la partie comment on prépare le fait qu'il va y avoir tel quota, je sais pas trop si tu as déjà eu à le faire ou forcément tu vois un petit peu comment on fait, j'imagine. On a une série à faire qui fait tant d'épisodes, comment on la divise et comment on arrive à un quota raisonnable par rapport au budget et tout. Enfin, c'est tout un système, quoi. Les quotas ne sont jamais raisonnables, Ouais. que ce soit en long ou à part sur des très gros longs américains, effectivement. Quand tu vas faire 2, 3 secondes par semaine en anime, c'est pas mal, ça reste. Ouais. Euh, comment ça se prépare? Ça se prépare je dirais, dès l'écriture, dès le board, parce que c'est des questions aussi de complexité de scène. Si tu as en permanence 7 persos à l'écran et que tout le monde bouge et que voilà, Hmm. c'est très complexe. Donc il faut un peu simplifier ça. Euh, si tu as plusieurs persos à l'écran, est-ce que, et ça c'est vrai beaucoup en 2D, est-ce que tout le monde bouge ou est-ce que tu en as un, deux, et le reste, tu as du faux fixe ou juste rien, parce que parfois ça marche aussi très bien. Donc Hmm. c'est ces choix, tu vois, ces choix économiques. C'est le style d'animation. Euh, donc très clairement en 3D, parfois on va animer à deux, euh, ça passe très bien et c'est beaucoup plus économique que quand on doit tous pliner. Donc c'est Hmm. pas le même style d'anime, mais bon, j'ai perdu mon corps et animé comme ça, il y en a d'autres, ça fonctionne bien. T'as, pla- T'as toutes les étapes, tu as quand même des solutions. C'est aussi être raisonnable dans la qualité d'animation. Donc tu viens pas en donnant une retech sur le petit doigt de la Schtroumpfette. Ouais. Non. Il y en a, ils essaient de le faire aussi, mais voilà, sur la façon, sur la gestion de tout ce qui est poils, cheveux, de la dynamique, tu as plein de choses comme ça qui font que ça te permet d'être efficace. Et puis évidemment, tout ce qui est de banquet, tu vois, des poses, des expressions, Ouais. Pour les on travaille, ouais, réutiliser dès qu'on en a besoin et tout ça, quoi. Hmm. ouais, Donc ça rentre aussi t'as en plein compte, de, j'imagine, dans le choix de l'outil, parce que, par exemple, moi, je suis très habitué aux outils 2D traditionnels, quoi, type TV Paint ou Calipaint, notre application maintenant. Donc j'ai pas du tout ce côté avoir des banques d'animation et tout ça. Donc ça rentre vraiment en jeu dans le choix de quel outil on va utiliser, comment est-ce qu'on va gérer nos outils, j'imagine. ouais, de pouvoir banquer, c'est quand même assez, en anime 3D, Ouais. c'est assez essentiel. Et c'est quelque chose justement pour Mars Express qu'on a développé un truc un peu comme le Studio Lib sur Maya, enfin, un outil pour banquer de l'anime qui est disponible aujourd'hui en open source d'ailleurs, Ok. qui s'appelle Gaolib. Parce que oui, c'est absolument pour être efficace dans des petits budgets, c'est absolument indispensable. Et le fait, nous, c'est vrai que sur du long métrage, on travaille avec TV Paint. Là, on fait un long avec TV Paint en ce moment.
mais Ouais. on a surtout fait du cours avec Paint. Et très souvent, on est quand même avec Toon Boom sur la partie pour le long métrage, parce que il y a des facilités quand même avec le vectoriel de Revit, Ouais. qu'on trouve pas mal, ouais. Après, Et c'est vraiment un équilibre à trouver entre avoir un aspect parfois tradit en utilisant des puppets. Enfin, il y a des choses comme ça qui se font des fois en mix, parce mm, que c'est vrai que surtout les séries, quand c'est que de la puppet, souvent ça fait très lisse. J'imagine que tu vois un peu ce que je veux dire dans ce ouais, je vois truc-là. complètement. Après, on utilise, nous, Toon Boom sans puppet, très souvent. D'accord. On peut faire un peu de puppet à un endroit, mais on l'utilise de façon tout à fait. Tout le petit Nicolas fait dans Toon Boom en tradi, tu vois. Ok, ouais, c'est vrai que je me Mais posais la il faut question que ce pour soit. celui-là. Ouais. Mm, Et c'est par rapport à l'expansion ensuite du studio, etc., vu qu'il y a maintenant à Angoulême, j'ai lu il y avait un objectif, j'imagine que c'est sur des années forcément, mais l'international, qu'est-ce qu'il y a en tête par rapport à ça? Est-ce que c'est des endroits particuliers, des filiales, des structures à droite à gauche? Ce serait quoi un peu Bah, l'idée? l'international, il y a deux aspects. Il y a aller chercher des clients à l'international, qui est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui on peut plus trop se développer sur le marché sur lequel on est. Donc Mhm. si on veut continuer à grossir, qui n'est pas un but en soi. Enfin, tout le monde, je devrais pas dire des choses pareilles, mais notre objectif n'est pas de devenir forcément le plus gros studio, etc. C'est de Ouais, travailler sur des projets qui vraiment sont porteurs de sens, enfin, pour nous, et sur lesquels on se fait plaisir. Maintenant, on a envie de continuer à exister, et ça veut dire avoir une certaine taille quand même sur le marché. Donc oui, aller chercher des prods à l'international, ça me paraît important. donc ça c'est plus des Ça, productions qui viennent d'autres pays, mais qui sont faites en France. voilà, Ouais, c'est ce qui porte beaucoup la croissance de l'industrie française aujourd'hui, avec Netflix, avec Prime, Amazon, enfin, tout ça. Donc ça, c'est un sujet. Et l'autre, c'est effectivement le développement des studios. On est là, on est en train de regarder à Maurice. On a fait une première formation sur Blender. Là, on a été accueilli par une université mauricienne et on a donné 3 semaines de formation à leurs étudiants qui étaient en troisième année ouais, pour voir où ils en sont, enfin les aider à améliorer leurs compétences et avec l'idée l'année prochaine d'ouvrir un premier studio de petite taille dans un premier temps, mais à Maurice. Et ok. ça a un intérêt pour nous qui est de pouvoir continuer à grossir alors qu'on sait que c'est très compliqué le recrutement en ce moment, hein. On est Ouais. vraiment sur des métiers en tension. Et puis, faut pas se le cacher, c'est aussi un moyen d'apporter des prestations à un tarif qui n'est pas un tarif européen. Hmm. Mais aujourd'hui, on le voit tu as beaucoup de films où quand même, tu as les 5 à 15% du budget qui peut aller en Malaisie, en Chine, aux Philippines, Ouais. parce que c'est vraiment une réalité économique. Euh, on voit que sur les films un peu auteurs, dans les 5-7 millions, euh, ça devient de plus en plus compliqué à financer. Il n'y a pas grand monde dans les salles en ce moment, donc le fonds de soutien, ça va être aussi un peu compliqué. Donc, Ouais. de pouvoir euh, offrir à la fois une prestation européenne, française, avec nos deux studios, et un complément de prestations à des tarifs qui soient intéressants, plutôt que eux aillent faire appel à un studio au Vietnam ou aux Philippines, ça intéresse carrément. Ouais. Parce que ça fait encore une fois un point de contact, ils ont confiance, on a la presta complète, et puis on gère la partie hors Europe, et puis la partie dépenses françaises. On trouve que ça a du sens. Et après, pour nous, ce qui a du sens, c'est de développer de toute façon une filière au niveau de l'océan Indien. On a Maurice, on a Madagascar à côté, où il y a vraiment des talents créatifs. Ouais. Donc, on a envie que voilà, tout ça, ça bouillonne, et ça se nourrisse mutuellement. Et est-ce qu'il y a là tu parlais d'une école à Maurice justement, est-ce que tu as, comment dire, à quel point les gens viennent aussi du coin? Est-ce qu'ils sont formés à La Réunion? De ce que je comprends, il y a une école par rapport à l'étudiant qui m'avait contacté. D'accord, c'est un étude. Je me demandais qui avait tweeté. Bah D'ac- j'ai plus son nom en tête, mais c'est un Oui, étudiant non, mais qui a c'est étudié à un La Réunion. étudiant, d'accord. Bah, c'est Ouais. sympa, Donc je sais pas merci à s'il y a lui. une école ou plusieurs Il y là-bas. a une école Ouais. lillois euh, qui forme.
qui a une formation assez généraliste et avec pas des très grosses cohortes. Ouais, Donc c'est ça, c'est une vraie question. Ça nous permet, aujourd'hui, on arrive à avoir peut-être allez, 30% à peu près des gens qui bossent avec nous qui sont nés à La Réunion. ok, Donc c'est beaucoup qui sont, voilà, il y en a, ils sont sortis de Lillois justement il y a 8 ans, et puis d'autres il y a 5 ans, et puis tous les ans, on prend deux, trois stagiaires, là on a deux alternants, et puis on voit, on les fait monter en puissance, et il y a des gens qui ont donc formés ici, qui bossent avec nous depuis des années, et puis il y en a d'autres, des Réunionnais qui étaient formés ailleurs, qui ont bossé dans des gros studios internationaux et qui rentrent aujourd'hui, encore une fois, parce qu'il y a des films qui les intéressent, qu'avant ils ne pouvaient ouais, pas, ils étaient obligés de partir. Toutefois, oui, on a cette problématique de trouver, de pouvoir recruter des talents. Euh, et là, j'ai beaucoup travaillé. Il y a un grand appel à projet qui s'appelle la Grande Fabrique de l'Image dans le cadre du plan de relance France 2030. Donc ça, c'est piloté par le CNC mhm, avec la Caisse des dépôts. Et donc là, on vient de répondre justement sur le volet formation pour amener une des principales écoles hexagonales à La Réunion. Parce que ok, ça nous paraît important et il y a un vrai bassin de recrutement, je pense, des étudiants. Donc oui, c'est un sujet. On est vraiment sur un écosystème, de toute façon, entre la formation, la production et puis après tout ce qui est diffusion, qui est un point ouais, clé. Donc j'essaye voilà, on a des activités annexes pour faire bouger les choses, à la fois je dis, côté formation et puis côté encourager les festivals, l'éducation à l'image, au sens qu'il faut que les gens connaissent qu'il y a des pays comme Maurice, très clairement, j'avais déjà vu ça en Inde, ouais, où les parents se disent, mais pourquoi si je dois payer quelques milliers d'euros par an pour tes études, mais tu vas faire avocat, tu vas faire ouais, c'est ça, comptable, mais voilà, c'est quoi, c'est pas des métiers. ouais, Or, on sait qu'on est des secteurs, et le jeu vidéo encore plus, même que l'animation aujourd'hui, qui pèse très lourd économiquement, dans laquelle il y a une demande phénoménale. Donc, il faut faire ce travail que les gens connaissent les films, les voient, comprennent que c'est des vraies filières économiques. mhm. Donc, voilà, c'est des choses annexes qui prennent beaucoup de temps, mais qui me paraissent importantes pour structurer des filières, justement, sur nos territoires. Ouais, c'est clair. Bah, je pense par exemple j'avais fait une vidéo là-dessus avec une personne qui gérait l'équipe pédagogique là-bas avec l'ECAS de Timto. Donc c'est le D'accord. studio qui a fait sa structure Ouais. d'école quelque part pour quelques personnes chaque année. Donc ça semble aussi Mm. un bon moyen quelque part de former des gens aux méthodes du studio. Et ensuite, la plupart du temps, ben, ils vont juste travailler au studio derrière et ça participe aussi à ce truc-là avec pas la superficie nécessaire et la charge et tout de faire une vraie école, quoi. Donc ça, Mm. c'est un truc qui semblait assez chouette là-dessus. Et je me pose juste la question, t'as dit que il y avait des tensions en ce moment, enfin plutôt que c'était pas évident de recruter des gens, mais qu'en même temps il y a beaucoup de demandes pour des productions qui sont de plus en plus nombreuses. Donc qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Parce que c'est vrai que je sais pas. On me pose des fois la question de ce qu'il y a du travail sur le marché, machin, comment on fait et tout. Moi, c'est des trucs que j'ai pas forcément en tête exactement, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a un volume de production euh, qui croît ou qui a cru déjà et qui continue à croître très très fort, puisque il y a cette demande des plateformes euh, assez phénoménale. Il y a aussi énormément de projets de long métrage. Ouais, Et donc les studios français ont grossi, les studios au niveau international aussi, et on se bat pour recruter des talents. Il n'y a pas assez de talents sur le marché. Il y a des prix qui ont explosé parce que Netflix peut payer un storyboarder 50% de plus que ce que nous, on peut dans notre économie. ah oui, d'accord. Ouais. Donc c'est Donc, c'est il y a, plus il y une a vraiment une question économique tension. c'est pas qu'il manque de gens, quoi. C'est que les gens partent ailleurs, des choses Bah, comme ça. non, non, il manque de gens. Il Ouais, manque de aussi. gens parce que je dis, voilà, quand tu as des studios, je sais pas, j'ai l'exemple, je sais pas, de Joël, bah, il y a Tinto, il y a Superprod, il y a plein de studios qui sont en train de grossir énormément parce qu'il y a toutes ces productions américaines qui rentrent, que ça demande des grosses équipes, euh, il y a tous les studios étrangers aussi qui viennent quand même énormément recruter en France, Oui. les studios canadiens, les studios anglais.
Donc oui, il manque de gens formés, de, spécialisés de bon niveau. Ouais. Ok. Donc ça, parce que c'est vrai que ça peut sembler étonnant dans le sens où il y a de plus en plus d'écoles et donc plus en plus de flux de Mm. gens quelque part qui apprennent ça. Donc soit ils n'ont pas encore le niveau nécessaire à la sortie, soit ils partent ailleurs, quoi. J'imagine que ça se dilue un peu partout, finalement. Ouais, bah déjà, former un étudiant, voilà, c'est 3 minimum et plutôt 50, tu vois, donc il faut le temps que les personnes arrivent sur le marché. C'est effectivement, ça reste des juniors et on a des gros besoins aussi dans des bons middle et des seniors. Ouais. Donc ça met du temps et ça fait partie des ambitions aussi de cet appel à projet du CNC qui est en dehors de développer les studios de fabrication, que ce soit en tournage ou en animation ou en VFX, c'est de développer la capacité de formation pour qu'on ait des artistes et des techniciens en nombre suffisant. Hein. Merci beaucoup d'avoir Et ça partagé marche. tout ça. J'espère que ça a intéressé les gens. C'est vrai que c'est des domaines un peu plus, comment dire, plus pas techniques, mais des domaines dont on n'entend pas forcément parler souvent, le côté vraiment gestion de production et tout ça. Donc j'espère que ça a plu à ceux et celles qui ont écouté. Et voilà, merci beaucoup. Puis je te dis peut-être à bientôt pour autre chose ou si on se croise en festival ou quoi, avec plaisir. Avec plaisir. Et merci beaucoup à toi pour ton intérêt.